qu'elle rejoindra, ma foi, là, je pense qu'on arrive gentiment à une quarantaine de visioconférences depuis avril dernier, lorsque le Cercle des dirigeants d'entreprise s'est acclimaté à cette nouvelle façon d'être ensemble et a proposé en moyenne 2 visioconférences par semaine avec des sujets tout à fait prenants et intéressants. Et merci à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Mais sans plus tarder, je vous rappelle simplement le concept de ces face à face qui sont limités afin justement de permettre à chacune et à chacun de se voir comme si nous étions vraiment dans une salle. Donc, merci de jouer le jeu. Ce soir, notre conférencier, Nicolas Leguiot, s'interroge sur ce qui nous attend, ou plutôt ce qui attend notre relève dans le sens de l'éducation. Que va-t-on pouvoir bien lui proposer en mieux, en moins humain, en plus intelligence artificielle? Ça sera le débat de ce soir. Et voilà, qu'est-ce que je pense de vous dire aussi qu'après le quart d'heure environ de présentation de notre conférencier, vous aurez toutes et tous droit à 1 minute de parole pour nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et votre interrogation, notamment sur le sujet de ce soir. Sans plus tarder, j'aimerais juste demander d'abord à Xavier Comtesse, qui en fait nous a donné l'idée de ces face à face penser, agir, pris de son excellent ouvrage qu'il faut absolument vous procurer, penser, agir, avec un concept recto verso assez sympathique et qui donne la parole à des personnalités qui n'ont pas fait encore l'objet de beaucoup de sollicitations, mais après, c'est le succès. Nicolas, attendez-vous à voir crépiter votre téléphone. Xavier, pourquoi Nicolas Leguiot et ce sujet? Euh, Comme vous l'avez remarqué, je connais assez bien la Romandie et ça m'a permis de rencontrer des gens de très grande qualité. Nicolas, quand il a débarqué du Japon, c'est quelqu'un qui a une longue aventure d'entrepreneur. Il a débarqué du Japon à Martigny. Je suis immédiatement monté le voir avant qu'il se suicide, parce que c'est Merci. quand même un saut invraisemblable pour quelqu'un qui venait de la tech de débouler à Martigny. Mais c'est un type extrêmement formidable, sa famille est formidable, il est ouvert, sympa, intelligent, et il a monté toute une équipe qui réfléchit au futur, et c'était impossible de ne pas travailler avec lui. Et donc comme ça, quand vous faites tout ce parcours sur ce territoire, notre territoire, la Romandie, vous êtes capable de voir des gens de très, très, très grande qualité. Ce que je trouve dommage, et c'est pour ça que je te remercie tellement, Enza, c'est que les médias traditionnels ne font même pas ce travail de poursuivre l'intelligence sur le territoire. Mais nous sommes un territoire magnifique, avec des gens magnifiques, et je te reparle la parole, Enza. Merci beaucoup, Xavier. C'est un bonheur de travailler ensemble. Alors, Nicolas Leguiot, qui êtes-vous et pourquoi ce sujet que l'on se réjouit vraiment d'écouter? Merci de fermer vos micros dès à présent. Non, non, pardon. Ouvrez les micros pour applaudir Xavier et Nicolas Leguiot, tout d'abord. Merci, et merci Enza, merci Xavier. Donc, juste un petit peu à propos de moi, donc je me définis comme un techno-entrepreneur. C'est une définition que j'ai à peu près stabilisée depuis quelques temps. J'ai passé les 20 dernières années à inventer des interactions homme-machine basées principalement sur la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. Je suis le fondateur du Tokyo Interaction Center qui, depuis 2010, incube des technologies dans le domaine de l'AI et principalement appliquées à l'EdTech, donc aux technologies de l'éducation,
et à l'art-tech, donc aux technologies qui sont liées à l'art. Puis pour rassurer un peu tout le monde, je suis aussi depuis... j'ai vendu une société que j'ai créée en 2003 au Japon à un GAFA important, et je suis actuellement Chief Innovation Officer du groupe Mutuel. Et depuis le début du mois, depuis 2021, je suis expert chez InnoSuisse pour une durée de 4 ans. Donc mon domaine, évidemment, c'est intelligence artificielle et biométrique. Alors, quelle relation avec l'éducation, tout ça, enfin, à part le fait qu'on a beaucoup travaillé dans les années précédentes sur les technologies de l'EdTech, c'est qu'à l'origine, quand on a discuté avec Xavier de ce livre-là, pour moi, il y avait une chose qui était absolument fondamentale, et c'est la base de la base. Si on veut investiguer le futur, c'est l'éducation. Tout part de l'éducation, tout est basé sur l'éducation. Après, on fait ce qu'on veut du futur, mais on doit déjà se concentrer sur l'éducation, et tout pays qui veut fonctionner dans le futur doit investir dans l'éducation. Alors après, il y a aussi un facteur important dans le choix de ce sujet-là pour le livre de Xavier, c'est mon expérience au Japon, mes plus de 15 ans au Japon, où j'ai été exposé à une approche de l'éducation qui est sans doute un peu différente de ce qu'on peut trouver en Europe, et qui m'a un petit peu éveillé à d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui nous attend en fait dans cette... pourquoi l'éducation doit faire partie d'un livre qui parle du futur, de la résilience, de penser et d'agir? Je pense qu'on a tous, j'ai vu vos images sur Zoom, on a tous à peu près suivi, je pense, le même cursus éducatif, de la petite école jusqu'aux études supérieures avant de rentrer dans le monde professionnel. Mais depuis 20 ans, il y a des changements majeurs qui s'opèrent dans cette industrie. Et je vais simplement en mentionner un pour introduire la problématique. C'est par exemple LinkedIn. Donc, tout le monde connaît LinkedIn, qui a racheté lynda.com il y a 1 an ou 2 déjà. Les ratios, lynda.com, c'est une société de 150 employés seulement. Et ils forment 70 millions d'étudiants par an. Donc, c'est dans des ratios qui sont hors normes. Dans la foulée, enfin, je ne vous apprends rien jusqu'à présent, dans la foulée de toute cette éducation qui est en train de se redessiner, on a des X qui se rajoutent après les grands noms des écoles. Donc, on a Harvard X, Stanford X, EPFL X. Donc, c'est le passage de toutes ces grandes écoles vers le monde, vers l'Internet. C'est une problématique qui n'est pas drivée par le fait qu'il y ait Internet et puis il faut y aller. Ce n'est pas forcément ça qui attire les grandes écoles traditionnelles vers Internet. Il y a quelque chose d'autre derrière qui se trame. Il y a des grandes tendances qui sont en train de se dessiner. Et c'est un petit peu ça dont je vais vous parler aujourd'hui, avec une vision qui est un peu tranchée, et je serai très content après d'en discuter avec vous tous. Mais on a établi cette vision-là. Alors je dis « on » parce qu'il y a quelqu'un qui manque ici dans la présentation. C'est une de mes collègues de groupe Mutuel, qui est une jeune Suédoise qui s'appelle Anna Söderlind, qui a l'immense qualité d'avoir créé une société de EdTech quand elle avait 18 ans, et donc elle connaît bien le sujet. Malheureusement, le français, c'est pas son fort, et donc elle a préféré me laisser parler seule ce soir. Voilà. Alors, pourquoi ce petit monde de l'éducation, ou ce grand monde de l'éducation est en plein changement? Traditionnellement, l'éducation doit répondre aux besoins de la société. Ça, c'est une approche très classique de l'éducation, et ça doit être son propos premier, c'est-à-dire former des gens qui vont être utiles dans la société. Si l'éducation change en ce moment, aujourd'hui, de façon majeure, c'est principalement parce que la société change. On arrive dans un monde qui est extrêmement multipolaire, où différentes vérités se confrontent tous les jours. Il suffit d'ouvrir les médias pour voir des opinions dans tous les sens. Les religions, les politiques, les approches. Donc, on est dans une multipolarité du monde qui va grandissante.
et l'ordre établi est sérieusement questionné. En même temps, celui des universités l'est aussi, puisque l'ordre de la société est questionné, l'ordre des universités l'est aussi. Et aujourd'hui, on a des modèles qui se dessinent, qui n'étaient pas possibles autrefois. Il est, par exemple, tout à fait possible de vivre bien, de devenir très respectable, de bien gagner sa vie, sans le moindre diplôme. Ce sont des choses que l'on peut voir. Les gens qui sont plus jeunes que nous s'en aperçoivent beaucoup plus. Ceux qui ont des adolescents ou des jeunes adolescents le savent à la maison, parce qu'ils savent qu'ils ont des stars et que ces stars ne sortent pas de Harvard, comme les stars qu'on pouvait avoir, nous, dans notre génération. Tout est devenu beaucoup plus instable dans la société. L'innovation fait rage. On a des empires industriels qui s'écroulent tous les jours, et de leurs cendres renaissent des nouvelles sociétés qui ont des valorisations qui font tourner la tête à tout le monde. Elles sortent de nulle part et en quelques mois, en quelques années, elles valent plus que les grandes sociétés établies. Qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de l'emploi? C'est que quelqu'un qui travaillait dans une grosse société extrêmement établie, évidemment, se pose des questions en voyant les valorisations de Tesla. Si je travaille chez Toyota, j'ai des questions à me poser. Est-ce que je dois rester chez Toyota ou chez Peugeot? Est-ce que c'est plus grave chez Peugeot? Ou est-ce que je dois plutôt aller envoyer mon CV chez un Tesla? On a aujourd'hui des changements d'employeurs qui sont à un rythme frénétique. On était à 3 ans il y a quelques années. On est maintenant à un changement qui est plutôt dans les 2 ans. Donc les gens restent 2 ans chez leur employeur. On travaille de plus en plus pour plusieurs entreprises en même temps. C'est un modèle qui commence à prendre. Et bientôt, on n'aura plus d'employeurs du tout. Donc là, je commence à amener des concepts nouveaux. Le concept, c'est que nous vendons nos services ponctuellement à différents clients. Ces clients peuvent être des grosses sociétés ou un individu qui a besoin de nous à côté. Et c'est un modèle qui est en train de se déployer dans certains marchés. Dans ce contexte, on a un seul mot d'ordre qui demeure, c'est rester pertinent. Donc, l'idée que tout doit être acquis avant 25 ans, comme c'était autrefois, ça fait gentiment sourire de nos jours. Si vous avez eu votre diplôme en informatique de l'EPFL il y a 25 ans, vous n'avez pas eu de formation permanente depuis, je peux vous dire que pas grand-chose qui doit rester d'intéressant pour un employeur aujourd'hui, si ce n'est que vous avez été intelligent il y a 25 ans, mais que, voilà, est-ce que tout ce que vous avez appris à l'EPFL il y a 25 ans est pertinent? Évidemment, non. Ça dépend des domaines, mais pas dans les domaines qui sont dans les domaines d'innovation. Ce qui fait que pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui, après une maturité, s'engager dans un master de 5 ans, c'est une véritable question. Est-ce qu'on va pouvoir rester 5 ans sur le même domaine, dans le même domaine, quand on peut apprendre le chinois sur YouTube gratuitement et puis switcher sur le russe 2 semaines après? C'est une vraie problématique. L'engagement sur la longue durée est un vrai souci. Aujourd'hui, la technologie, on va dire, l'abondance de contenu, et c'est l'abondance de ce contenu gratuit, la facilité d'accès à ce contenu, sont en fait les vrais compétiteurs de l'université, des Stanford et des Harvard. Elles ne se font plus de compétition entre elles. Le vrai compétiteur, c'est les YouTube et autres. Et pour l'apprenant, on va dire, pour l'étudiant, le choix devient encore plus difficile puisqu'il se trouve avec une pléthore de choix qui sont: est-ce que j'ai besoin d'un bon diplôme et d'avoir une belle étiquette sur mon CV, ou est-ce que j'apprends des choses plus intéressantes gratuitement sur YouTube et de façon plus interactive? Les formateurs, les universités ne peuvent pas suivre. Ils forment encore aujourd'hui beaucoup sur des métiers qui sont menacés par la robotisation, alors qu'en fait, on est dans une véritable recherche
de la valorisation de son unicité, de ce qui nous rend unique, ce qui rend Nicolas Leuillot unique par rapport à un Xavier Comtesse ou quelqu'un d'autre. Et donc inconsciemment, chacun se cherche et cherche ce que les robots n'auront pas et ce qui va pouvoir le faire sortir du lot par rapport à 7 milliards de personnes aujourd'hui et bientôt 10 dans quelques années. Donc, une question, si on prend en compte tous ces éléments-là, on se dit, OK, un lynda.com qui forme 70 millions d'étudiants par an, est-ce que ce lynda.com va réellement me rendre unique? A priori, non. Ou alors, on considère l'unité 70 millions comme quelque chose d'unique, mais il y a quelque chose qui n'est pas bien rond dans cette histoire-là. Donc, on est vraiment en ce moment dans un challenge du futur. On est vraiment entre deux mondes. Les Coursera, les lynda.com, les Khan Academy, les Stanford-X, EPFL-X, etc., reposent sur un modèle antique. Et ce modèle antique, il est vraiment à prendre au premier au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde d'éducation un petit peu socratien, mais à la sauce Internet. Donc, on a aujourd'hui, si on va sur Coursera, on a un professeur qui est filmé. Donc, il pourrait être dans un amphi et puis il est filmé. Au lieu de s'adresser à 90 ou 100 étudiants dans l'amphi, il va s'adresser à des gens qui sont à plusieurs milliers derrière. Et Henry Ford serait assez content de cette image-là, enfin, lui qui parlait des chevaux qui courent toujours plus vite comme étant l'attente du client à la place de l'automobile. On est un peu dans ce monde-là où, au final, l'équation n'est pas résolue. Et la distribution de contenu classique par des voies nouvelles, ce n'est pas ce qui va demeurer. On est vraiment entre deux mondes. Il y a une dynamique qui est très importante qu'il faut considérer, une dynamique sociétale, c'est la dynamique du concept de construire sa vie. C'est quelque chose qui a une connotation et une signification différente de ce qu'il y avait autrefois, il y a 30 ou 40 ans. Si chacun va vers la voie qu'il entend, c'est une voie personnelle, il faut recevoir l'éducation qui va l'aider à aller dans cette voie. Donc, ça veut dire qu'on est 7 milliards de personnes aujourd'hui, on sera 10 milliards dans quelques années, on va potentiellement avoir 10 milliards de parcours d'éducation, chacun étant différent. Et on va, pour reprendre, Xavier avait écrit un livre, La santé 4.0, il y a quelques années, et puis il parlait de la santé de précision, je crois que c'était ça. Donc moi, je reprends un peu son terme pour parler de l'éducation de précision. Et on va vers un monde d'éducation de précision où les métriques de cette éducation sont l'individu et son projet de vie. C'est vraiment les deux éléments qui vont définir ce qui fait qu'une éducation est pertinente ou pas. Et au centre de cet idéal d'éducation de précision, il y a un outil qui est fondamental, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a la capacité à apprendre de nos actions personnelles, de notre passé, et de mettre ça en perspective avec ce qui est fait également par d'autres millions d'autres personnes au même moment. Alors, quel est le futur? Là, on va commencer à rentrer dans des choses un petit peu challenging et un peu se libérer du présent. Le futur, il va être fait d'un agent intelligent. C'est quelque chose d'à peu près sûr. On aura un agent intelligent, on aura un ange gardien qui nous suit tout au long de notre vie et qui sera garant de la cohérence de notre parcours éducatif et qui sera garant de la pertinence de ce que l'on vaut sur le marché. Par rapport à ce que l'on apprend, par rapport à ce que l'on veut faire, par rapport à notre projet de vie. Cet agent intelligent, il connaîtra notre historique d'éducation, nos lectures, nos expériences en réalité virtuelle, nos rencontres, nos participations à des événements comme celui de ce soir. Et il saura également valoriser nos échecs. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement
important, c'est qu'il arrivera à adapter notre éducation par rapport à notre personnalité, à notre agenda. Donc, toutes les laissés pour compte des systèmes éducatifs classiques ne seront plus des laissés pour compte. Ils auront la possibilité d'être rattrapés en temps réel, puisqu'il n'y a plus une seule voie royale pour arriver à quelque chose. Il y a autant de voix que de personnes. Chaque personne aura la possibilité de trouver l'éducation dont il a besoin pour trouver sa place dans le monde. Ce qui est important de considérer aujourd'hui, c'est que sur les cours qui sont dispensés sur des lynda.com ou des Coursera, seulement 15% des étudiants vont au bout de ces cours-là. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a 85% des étudiants qui laissent tomber leurs cours, les ayant commencés. Si c'était l'inverse, on avait 15% des étudiants qui laissent tomber, on se dirait c'est à cause des étudiants. Quand on a 85% des étudiants qui laissent tomber, ça ne peut pas être à cause des étudiants. C'est forcément à cause de la façon, du format dans lequel les cours sont distribués. Et donc, en 2040, ce qui est à peu près à prévoir, c'est qu'on ne parlera plus de terminer ses cours. Ce sera un concept complètement révolu. On sera dans un flow. Ce flow, il sera permanent. On partira du cours A au cours B, au cours C, etc. Peut-être on ne s'apercevra même pas du passage de différents cours. Oui, on aura des professeurs qui vont changer. On va changer d'environnement. Mais on sera dans un flow. Et on ne pourra pas laisser tomber le flow. Le flow nous conduira vers là où on veut aller et cette intelligence artificielle nous guidera dans ce flow de façon à ce que ce soit le plus intelligent possible. Je ne sais pas si vous connaissez ce discours de Steve Jobs qui a été prononcé à Stanford, on le trouve sur YouTube, où il explique un petit peu, il s'appelle Connecting the Dots, et il explique comment, ayant abandonné ses études supérieures, il s'est retrouvé un peu en difficulté, il a travaillé dans une imprimerie, il est tombé amoureux des fontes d'imprimerie, et puis il a utilisé ça pour faire une valeur ajoutée du Macintosh au tout début. C'est un discours qui est très intéressant sur le fond, certes, évidemment, pour les gens d'aujourd'hui, mais sur la forme et sur son contexte. Dans quelques années, le discours de Steve Jobs sera complètement désuet et ce sera évidemment qu'il faut connecter les points, il faut connecter les dots de son parcours. Et il étonne les étudiants de Stanford, je ne sais pas de quand ce discours, mais début des années 2000, mais il n'étonnera plus personne dans quelques années. Alors, cet agent intelligent, il devra se faire aimer aussi. Donc, on arrive un petit peu à un monde un peu dystopique. Il devra se faire aimer, il devra être en permanence pertinent lui-même, hein, donc assurer notre pertinence, mais aussi être pertinent lui-même, être bienveillant, nous comprendre, nous englober, être complice, amical, et il est possible aussi qu'il soit imposé. Donc, c'est là qu'on arrive à des choses qui grincent un petit peu. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on nous impose des choses déjà. LinkedIn s'est imposé. Il est difficile aujourd'hui de faire carrière dans le monde aujourd'hui de 2021 si on n'a pas un profil LinkedIn. Donc, il est fort probable qu'en 2050, on ne puisse pas faire carrière si on n'a pas cet agent intelligent comme témoin de notre histoire d'éducation, comme certificateur, mais aussi comme entremetteur. C'est lui qui va nous trouver dans le futur LinkedIn, qui va nous trouver les partenaires, l'entreprise dans lequel on va le plus s'épanouir et délivrer le maximum de valeur. L'agent va contextualiser les difficultés, les échecs, les réussites, et puis offrir à chacun un futur qui lui convient mieux avec empathie et qui sera en lien avec notre projet de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, la communication entre les agents intelligents sera également quelque chose de courant, c'est-à-dire que les agents intelligents vont pouvoir nous créer des synergies verticales avec des tuteurs ou des maîtres ou des sensei qui pourront nous apporter quelque chose dans notre parcours, ou des mises en relation latérales également.
Et puis, voilà. Donc, la vie éducative sera parsemée de projets qui s'enchaîneront les uns après les autres et qui apporteront beaucoup plus de contexte. Donc, quelle forme vont prendre ces agents intelligents? Ils seront avant tout conversationnels. Donc, ils devront supporter aussi les interruptions, les questions, quelque chose qu'on appelle en intelligence artificielle le multi-domain task oriented dialogue, c'est-à-dire le fait de pouvoir être interrompu à n'importe quel moment, de reprendre la conversation là où on l'avait arrêtée et de sauter du coq à l'âne, comme on dit. Donc, ça, c'est des choses qui sont encore très balbutiantes dans le monde de l'AI, mais qui sont absolument nécessaires si on veut que ces agents intelligents marchent bien. Mais il faudrait aussi qu'il ait de l'humour, qu'il ait de la distanciation, qu'il puisse prendre du recul sur les choses. Et puis, voilà. Et puis tout ça nécessite de bien designer ces agents intelligents. Et si vous avez des gens qui s'intéressent à un métier d'avenir, c'est certainement le métier de designer d'interaction qui devrait les intéresser, parce que c'est un énorme métier à venir dans les 10, 20, 30 ans à venir. La forme matérielle de ces agents intelligents, vont être ambient, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont être distribués, ils auront de l'ubiquité, ils seront distribués sur plein de formes différentes. Ils seront voilà, autant dans la voiture que sur le téléphone ou les devices qu'on nous aurons inventés d'ici là. Et ils seront multimodaux. Donc, déjà un peu dans un monde du multimodaux. Moi, ça m'arrive de commencer à lire un article et puis d'aller promener le chien et de continuer à écouter l'article que j'ai commencé. Alors que je l'ai commencé à lire, je l'écoute dans la rue. Donc ça, c'est des choses, mais ça va clairement se vulgariser de façon à avoir une continuité de la formation et une utilisation au mieux des temps morts de notre vie. Voilà, donc ces agents intelligents vont être aussi en charge de l'expérience et de l'échange, donc la mise en relation avec des pairs, des amis qui ont les mêmes intérêts que nous. C'est quelque chose qu'on voit déjà chez Coursera. Donc on voit, j'ai pas mal suivi ça dans les cours d'intelligence artificielle. On a des gens qui suivent ces cours de Coursera et qui sont à peu près au même niveau et qui sont dans des continents différents et qui arrivent à faire des équipes et qui créent des liens qui perdurent après le cours. Donc, il y a vraiment des amitiés qui se créent comme ça dans ces cours en ligne. Et ces agents intelligents ne feront qu'amplifier ces réseaux qui dépasseront les pays, les langues, les écoles, évidemment. Voilà. Et qui sauront aussi nous trouver, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, celui-là, les coachs humains qui vont rajouter. Tout ne sera pas digital, il ne s'agit pas simplement d'écouter et de voir des machines, mais aussi d'interagir avec des gens, des humains. Mais le rôle de l'humain sera beaucoup plus restreint, comme celui qu'on espère du médecin aussi, beaucoup plus concentré sur son expertise. Et puis l'AI rajoutera de la continuité, du suivi individuel, voilà, individuel de masse, on va dire, ce qu'on appelle de la mass personalization, personnalisation de masse, un concept à la fois en profondeur et en largeur. Alors, ça, c'est un monde idéal. Je vais bientôt terminer là-dessus. C'est un monde idéal et j'espère qu'on arrivera à ce monde idéal parce qu'il pourra permettre de donner sa chance à tout le monde au niveau de l'éducation. Maintenant, il y a énormément de dangers dystopiques dans ce monde idéal. J'arrête, Xavier, mais je termine juste sur le monde idéal, notamment sur le fait c'est-à-dire que comment peut-on devenir un maître? Ça, c'est une vraie question. Un master, un sensei, un trésor vivant, comme on appelle ça au Japon. Comment peut-on devenir un spécialiste de la physique quantique si on ne commence pas les mathématiques à 5 ans? Si on change le sujet tous les 2 ans? Donc ça, c'est des vrais sujets. Est-ce qu'on arrivera dans le futur à avoir des maîtres qui sont en vraie profondeur? Aujourd'hui, si on veut faire de la physique quantique, même en commençant à 5 ans, c'est déjà trop tard. Donc, il va falloir trouver des solutions pour être un peu plus profond et pouvoir avoir une vocation sur toute sa vie. Après, dans le grand chaos qui est à venir, comment on juge des parcours éducatifs? Si on a 10 milliards de parcours éducatifs, comment on juge chacun, comment on les compare? Donc ça, c'est un véritable challenge. Comment on s'assure que chacun s'ouvre à d'autres sujets?
Ça, c'est le problématique qu'on a déjà aussi avec Internet aujourd'hui. Mais dans l'éducation, comment on fait que un cours qu'on n'aimait pas en bachelor, finalement, 2-3 ans plus tard, on le découvre comme étant formidablement intéressant pour sa carrière. Et puis enfin, la dernière question je vous soumets là maintenant, c'est quelle place on laisse à l'erreur. L'erreur a construit le monde, l'erreur fait qu'on arrive à de très belles choses. Si tout est lisse, si notre agent intelligent transforme nos erreurs en quelque chose de positif, il n'y a plus de notion d'erreur. Et c'est dommage. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Nicolas Loyet. C'était un gros quart d'heure, mais il était passionnant. Je suis Je désolé. vous demande d'applaudir Nicolas Loyet à ce stade. Merci beaucoup. Mais l'erreur, Nicolas Loyot, est humaine. En l'occurrence, elle ne le serait plus. Mais c'est un discours sur lequel on peut évidemment revenir. Donc, en fait, les profs vont plus servir à grand-chose, c'est ce que j'entends, en tout cas pas sous cette forme-là. Alexandre Tchèque, enseignant au DIP, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout ce brainstorming. Il en pense que, bon, j'enseigne dans des classes primaires, que commencer à 5 ans les maths, c'est déjà ce qu'on fait, heureusement. Mais Oui. non, il en pense surtout que je suis un petit peu sceptique sur l'idée d'avoir un projet de vie très rapidement. Je le vois tous les jours avec des élèves qui ont entre 10 et 11 ans. On a une mixité immense de jeunes qui ont déjà des projets de vie, comme de jeunes qui n'en ont pas et qui peut-être n'en auront jamais et qui passeront d'une profession à l'autre, d'un projet de vie à un autre, sans forcément qu'il y ait un lien entre l'un et l'autre. Merci beaucoup. Nicolas, vous intervenez ou pas, hein, si la question vous inspire. Oui, je pourrais rebondir. Par contre, rebondissez brièvement parce qu'on brièvement, aimerait donner à tout le monde la parole. Non, c'est certain que les projets de vie, comme disait Steve Jobs, se regardent avec le regard en regardant derrière. C'est ce qu'on a fait. Et puis en école primaire, il est certain qu'on n'a pas de projet de vie. C'est simplement une adaptation en permanence de ce projet de vie, ce qu'on vit tous, hein, de part et d'autre. On n'a pas décidé aujourd'hui de ce que l'on fait aujourd'hui. Mais voilà, on aura sans doute plus de liberté, plus de flexibilité, d'avoir des outils éducatifs qui nous emmènent vers d'autres paysages. Merci beaucoup. Alors, Jean Goethen, vous êtes dans la sécurité. Est-ce que dans un futur où finalement tout serait orienté, moi j'ai autant peur ce soir en vous écoutant, Nicolas, que lorsque nous nous sommes parlé, hein, cette façon d'orienter finalement nos jeunes sur un avenir, et si on n'est pas d'accord avec ce fameux agent artificiel, Jean, au niveau sécurité, vous pensez qu'on pourrait changer la donne? Est-ce que ça vous interpelle? C'est sûr que ça m'interpelle. Pour moi, au point de vue sécurité, il y a l'attaquant puis il y a l'attaqué. Et c'est un jeu qui n'a pas de fin. Et chacun, bien entendu, a son intelligence. Donc, c'est sûr que ça m'interpelle, mais je ne vois pas comment ça va finir. Quelle sera la finalité? Est-ce qu'on va arriver au bout? Moi, ce qui m'a interpellé, si vous permettez, surtout, c'est en tant que père et pas en tant que CEO. Quand j'entends effectivement Nicolas dire que 85% des étudiants donc, sont en passe d'arrêter leurs études, ça correspond exactement à la discussion que je viens d'avoir avec mon fils, qui est très doué en informatique, et qui m'a dit « J'arrête, je n'ai pas envie d'étudier. Ça ne me dit rien. » Alors, le père que je suis, qui a eu 3 enfants, dont 2 ont fait des études brillantes, ne sait pas quoi faire avec son 3e. Je n'ai pas de langage pour lui répondre. Et pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement doué, qui a fait ses preuves, qui en cybersécurité nous a sorti d'affaires,
alors qu'il n'avait que 18 ans et qui s'est formé sur YouTube, qui n'a pas été à l'université. Que répondre à un jeune pareil? Sortez-moi de là, Nicolas, s'il vous plaît. Non, mais vous êtes complètement en train d'amener un exemple de ce que j'identifie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas cette volonté pour cette nouvelle génération d'aller dans une carrière, de s'engager sur 5 ans, alors qu'on a ça. Et je pense qu'il faut les laisser faire. Aujourd'hui, on n'a pas complètement les outils. Si votre fils se forme sur YouTube, au final, il aura sans doute une très bonne formation aussi. Hein. Je pense que je ne me fais pas de doute là-dessus. Il y a des très, très bonnes choses sur YouTube. La seule chose qu'il n'aura pas, c'est le diplôme de l'EPFL ou du MIT. Ce qui est, Oui, absolument. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, en 2021, on a besoin de ça. Je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'aura plus besoin de ça. Et ce sera même presque risible d'avoir son diplôme, comme aujourd'hui, on pourrait imaginer d'avoir son diplôme au mur. Certains le font encore. Hein. Il y a de moins en moins de gens. Comme il y a moins en moins de gens qui mettent PhD, virgule PhD à la fin de leur nom, ça se fait encore beaucoup, mais il y en a de moins en moins. Ouais. On va vers une déconstruction de ces valeurs-là pour des choses qui sont plus tangibles. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas encore les outils pour capturer cette valeur-là. Que votre fils, il sera super bon dans son domaine, en cybersécurité, il aura été super bon, bien formé. La seule chose qu'il a aujourd'hui, c'est de le prouver en le faisant lui-même, en travaillant dans une société, puis de grandir dans la société. Et c'est ça, je pense qu'il y a un vide à combler au niveau éducatif, de pouvoir capturer la valeur de ce qui a été fait par cette génération-là. Hein. Passer des heures sur YouTube, passer des heures à coder, à tester des choses, à tester des frameworks ou des choses comme ça, ce sont des choses qui valent autant que d'être assis au fin fond d'un amphi. Hein. D'un amphi, voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Et c'est ça qu'il faut capturer. Merci beaucoup. Ce soir, je crois qu'on a un poil à gratter. C'est pas pour changer, je dirais Magali Orsini. Est-ce qu'on peut tout mesurer avec l'agent artificiel? Magali? Attendez. Ça y est, c'est à toi. Attendez là. Hein? Oui. Non, il faut ouvrir. Ouvre le micro. Est-ce que vous m'entendez là? Parfaitement. D'accord, alors merci pour le qualificatif, hein, je suis très flattée. Ceci mis à part, bon, on a déjà répondu sur le problème du projet de vie qui me turlupinait un petit peu, effectivement. Je ne vois pas la nécessité d'avoir à tout prix un projet de vie, jeune ou pas jeune d'ailleurs. Je pense que le fait d'improviser, ce n'est pas désagréable. Et puis, je ne sais pas, moi je me sens très mammifère, peut-être un peu plus évolué que les autres, mais enfin, il me semblait qu'on était aussi dirigé par des hormones qui nous conduisaient à des émotions auxquelles on tenait pas mal. Et j'aimerais pas beaucoup savoir qu'il y a une espèce d'assistant là qui se permet de me ramener à la raison, de me fixer des rails et des limites pour pas que je risque d'être trop original. En particulier, il y avait cette notion de sortir du lot là qui m'avait un peu choquée. Il me semble que c'est la testostérone essentiellement qui pousse les hommes à vouloir être plus forts que le voisin, mais ça, on le retrouve dans beaucoup d'espèces de mammifères. Alors voilà, qu'en est-il de ce rapport entre l'intelligence artificielle et l'animalité profonde, à mon avis, qui fait partie de notre destin? Nicolas, on va être très, il y a toujours un joker. Ouais, on va toujours être dedans. Je n'utilise pas encore mon joker. On va vraiment être très, très frustré. Hein. Mais on va être très frustré comme aujourd'hui, on est frustré avec LinkedIn. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous avez 1%, peut-être un peu plus quand même, peut-être 5% de qui je suis. C'est-à-dire tout est pas faux, mais tout est incomplet, tout est formaté sur un format qui n'est pas le mien. C'est pas ma vie. Quand je regarde mon LinkedIn, ce n'est pas moi. Donc aujourd'hui, cette frustration, elle existe avec les outils qu'on a, et c'est certain qu'on va
on va traîner ces frustrations-là avec ces agents intelligents qui sont de plus en plus parfaits. Malheureusement, je pense un peu inévitable, c'est une évolution de LinkedIn, mais on va traîner on va traîner de la frustration où on va vouloir nous mettre dans des boîtes, on va vouloir nous restreindre. À moins qu'on ait la génération de, je ne sais pas si c'est une fille, non c'est un fils de Jean, qui casse le modèle et qui disent non, moi je refuse ça, je ne veux pas rentrer dans ce système-là, je ne veux pas avoir un agent intelligent, je ne veux pas avoir un profil LinkedIn, je veux avoir Mais ma personnalité. est-ce qu'on aura le choix, Nicolas? Parce que c'est peut-être la question. Probablement pas. Ah, c'est dramatique. Si on n'a pas C'est le dramatique. choix. Mais on l'a déjà plus. C'est trop tard. C'est trop tard. On peut pas aujourd'hui avoir une carrière et changer de métier si on n'a pas un profil LinkedIn. On s'est fait piéger. Alors, le profil LinkedIn, c'est simplement pour la carrière, mais après, pour toute l'éducation, ça va devenir plus invasif. Alors justement, je vais passer à Marisa Treccani parce que je sais que l'aspect philosophique de la vie l'intéresse beaucoup. Marisa, ça te plaît? Oui, alors d'abord, j'adore, vraiment, je suis super fan, on peut en discuter des heures. J'aime beaucoup ce genre d'échange. Moi, j'enseigne dans un domaine tout à fait différent depuis 30 ans, dans le domaine du soin à la personne. Il s'agit d'avoir un contact avec l'autre, il s'agit de partager d'autres connaissances aussi, notamment celles de notre anatomie, de nos réactions physiologiques. Et puis, l'informatique avec ça, pour le moment, à part que je fais mes cours sur informatique et que je les distribue à mes élèves, c'est génial, mais ça m'intéresse moins, quoi. Je suis toute contente d'enseigner l'anatomie, la dermatologie, la physiologie, et ça reste une étude de l'être humain. Et je suis très triste quand on nous dit qu'on n'a plus le choix, parce qu'en fait, on est quand même né pour construire notre parcours à l'origine, il me semble. Je me rapproche beaucoup de ce que dit Magali. On est des animaux qui doivent aussi apprendre par eux-mêmes, par l'expérience. Or, ce qu'on est en train d'entendre, et quand on me dit qu'on ne peut pas y échapper, je m'affole, c'est qu'on n'a plus le choix de rien. On va nous analyser, nous quantifier, nous numéroter et puis nous canaliser. Je trouve ça terrifiant. Et je suis très contente d'avoir l'âge que j'ai, voyez-vous. Et en plus, je n'ai pas d'enfant, donc je ne vais pas être confrontée aux problèmes de gens que je trouve difficile. C'est vrai de s'adresser aux jeunes en leur disant vous apprenez un truc, mais finalement, dans un an, même peut-être plus vite, ça ne servira plus à rien. Je trouve ça assez affreux, en même temps intéressant, quoi. Je découvre. Mais franchement, le truc de ne pas avoir le choix, il va falloir qu'on se batte. Hein. Alors, je vais quand même… Attendez, Nicolas, juste une seconde, parce que suite à ce que Marisa Treccani dit, j'aimerais passer quand même la parole à Jean-François Van den Byl, parce que au niveau philosophique, je suis presque certaine qu'il doit se poser quelques questions. Merci Elsa, merci à vous Nicolas, merci à vous tous. Oui, effectivement, alors moi ce qui m'affole, c'est d'entendre on pourra pas faire carrière. Alors déjà carrière, je me suis souvent demandé ce que ça voulait dire. On ne pourra pas faire carrière sans LinkedIn. Ça veut dire qu'en fait, je ne pourrais plus absolument pas me passer du téléphone portable ou de l'ordinateur ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça franchement affolant. Parce que ça veut dire qu'en fait, plus rien n'est guidé par la terre-mère, plus rien n'est guidé par la nature, plus rien n'est guidé par la spiritualité qui nous entoure, mais uniquement par ce que vous appelez communément l'AI, l'intelligence artificielle, dont pour l'instant, je ne sais pas trop encore quoi penser, si ce n'est que plutôt du mal. Oui, je pense qu'il ne faut pas prendre les messages. Il y a des dans ce que j'ai présenté, hein, il y a des choses qui sont extrêmement négatives. Et Marisa aussi, il ne faut pas prendre cette partie-là négative. Il y a des choses qui sont extrêmement positives. Le choix de pouvoir choisir son parcours, c'est des choses qui sont aujourd'hui de plus en plus possibles
mais qui ne l'était pas autrefois. On était dans une école, on suivait cette école-là et on devait aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a la possibilité, et on aura de plus en plus la possibilité de se faire son propre parcours. Donc, c'est quand même génial, enfin, c'est quand même formidable d'aller suivre le cours d'un maître japonais pendant 6 mois et puis ensuite aller voir un cours dans un domaine complètement différent, mais qui nous intéresse, de quelqu'un qui est à Sydney, en Australie. Ça ouvre des opportunités de création d'une personnalité qui sont extraordinaires et qui commencent à apparaître aujourd'hui avec les Coursera, etc., et qui n'existaient pas quand nous étions étudiants. Donc ça c'est quand même assez formidable. Et malheureusement, oui, en effet, j'ai cité LinkedIn, mais LinkedIn, ça c'est pour faire carrière dans une carrière classique, on va dire. Mais si on prend les artistes aujourd'hui, il faut qu'ils aient leur portfolio sur Behance ou des choses comme ça. Et sur Behance, vous allez chercher un type de profil. On va vous proposer des gens qui ont un profil qui est assez similaire. Et on y est malheureusement. Donc ça c'est un petit peu le côté 1984 de la chose. Je pense qu'il faut quand même regarder, la partie extrêmement positive de l'histoire, qui est d'aller piocher des parcours de vie, des possibilités à l'autre bout de la planète, de se faire des écosystèmes d'amis qui sont peut-être pas tangibles, et puis ça nous manque tous un peu en ce moment, mais d'aller trouver des amis qui sont à l'autre bout de la Terre, qui partagent les problématiques et les intérêts que l'on a, et de garder cette communauté, une communauté globale. Il y a vraiment quand même des belles choses dans cette histoire un peu dystopique quand même. Non ? Merci beaucoup. On va peut-être encore rester un petit moment sur l'humain, tant qu'on le peut. Mathieu, l'humain vous intéresse pas mal dans l'accompagnement. Il faut ouvrir le petit micro. Ouais, au fait, je voulais réagir un petit peu voilà. à quelque chose. C'est clair, on dit, ah mon Dieu, on va tout connaître de moi, où je suis, mon parcours, mon machin, etc. Ce qui est, ok, vrai, mais quand quelqu'un veut quoi, spiritualité ou des choses de genre, ce que je vis vraiment au fond de moi, ça reste au fond de moi. J'ai même des fois bien de la peine à le partager. Il y a des choses qui sont tellement subtiles auxquelles on n'a même pas les mots dessus. Donc voilà, je pense pas que ça soit franchement une très grosse menace. Ça peut être un petit peu très invasif dans certains cas. La deuxième chose que j'ai envie de dire aussi, c'est moi, je ne m'attendais pas du tout à cette conférence. Hein, je veux dire, j'ai vu ça ce matin. Je vais inscris-toi. Je ne connais pas du tout, monsieur Loyolo. Je n'arrive pas à vous prononcer votre nom. Voilà, désolé. Et je suis extrêmement surpris, je dirais en bien, parce que finalement, moi, j'ai un peu ce profil d'un mec qui s'intéresse à tout. C'est un peu un drame. Tout m'intéresse, presque, tout m'émerveille. Et puis, j'étudie plein de trucs sur Internet, mais je n'ai pas, franchement, des fois, le diplôme qui claque pour trouver un bon job et pour trouver du boulot, c'est l'enfer. Parce que très souvent, quand on est devant un recruteur, ah ouais, mais vous ne connaissez pas ce logiciel. Pour eux, c'est un drame. Je leur dis, mais non, ça s'apprend, c'est rien. Et c'est vrai, ce n'est pas grand-chose. Et il y a encore énormément de difficultés. Pourtant, je suis pas tout à fait un vieux clou, mais pas loin, j'ai 50 ans. Et les gens ne comprennent pas ça. Et je pense qu'il faut remettre en question cette notion de ce que j'appelle de compétence, qui est un truc qui passe. Moi, à l'époque, quand je faisais un peu de programmation, j'en fais toujours maintenant beaucoup plus qu'avant, le Perl n'en parlait que de ça. Maintenant, mais tout le monde s'en fiche du Perl. Au fait, ce qu'il faut mettre en avant, ce qui est le plus important, c'est les aptitudes. Et c'est ça qu'on doit faire grandir. Et quand on parlait de chemin de vie, quelque part, oui, on a des aptitudes, on a des choses où on a du goût, il y a des choses qui nous rend vivants. Mais je pense que si l'histoire d'intelligence artificielle peut nous aider à aller là-devant, pourquoi pas? Moi, je ne dis pas non. Quoi. Merci beaucoup, voilà. Mathieu. Merci beaucoup. Mais alors, au fond, ce que soulève Mathieu par rapport notamment à l'âge, Nicolas, est-ce que finalement, est-ce que ce projet est déjà incompréhensible pour des gens qui ont plus et il sera finalement évident pour des jeunes qui ont moins C'est certain. C'est certain, et je pense que même la limite d'âge, elle est presque déjà définie aujourd'hui.
et elle est très basse. Je pense que les moins de 23 ans, ça c'est mon pari, les moins de 23 ans sont déjà dans ce monde-là et sont prêts à l'accepter. Les plus de 25 ans, on va dire, sont dans le monde d'autrefois. Et c'est l'expérience de Jean hein, avec son fils, et il en a témoigné. C'est ça, on a cette. Ça correspond à l'apparition de certains médias aussi. Hein. C'est des gens qui ont grandi avec YouTube, qui ont grandi avec la possibilité, comme nous, on parlait aussi de notre époque, des gens qui zappaient, donc la génération zapper. Je ne sais pas comment on appelle ça pour les moins de 23 ans aujourd'hui, mais c'est une génération qui voilà, se pose des vraies questions sur le fait d'aller à l'EPFL et d'y passer quelques belles années. Donc, OK. Est-ce que, Marek, vous qui êtes dans un domaine, allez, en ce moment un peu Oui. l'hôtellerie, est-ce que… Étant hôtelier, je suis toujours un peu plus optimiste. Puis la théorie catastrophique, ça ne m'effraie pas beaucoup. J'ai quelques diplômes, notamment suisse aussi. Ça fait plaisir, j'en suis fier. Si ça m'aide dans la vie professionnelle, certainement moins que la pratique, parce que un métier d'hôtelier, c'est uniquement la pratique. On ne peut pas faire un atelier à l'école hôtelière de Lausanne ou Montreux, au Grillon. Il faut le faire par le chemin, par le parcours, dans les différents hôtels, dans les différentes cultures à travers du monde. C'est pour ça que l'éducation, je pense que c'est vrai que ce que Nicolas a dit, on n'a jamais eu autant de possibilités, d'opportunités, de choix. On est vraiment gâté parce que dans mon temps, ou encore avant, il y avait l'école, il fallait suivre les cours, il fallait suivre les différentes étapes, et puis il n'y avait pas de choix. Tandis que maintenant, la société accepte les gens qui sont hautement diplômés ou qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas de diplôme, qui ont fait le choix de la vie, etc. Moi, si j'emploie les gens dans les hôtels que je mène, que je dirige, je fais la dernière chose que je regarde, c'est le diplôme. Parce que je pense que l'éducation, il faut le faire, c'est une éducation générale, mais après, c'est la pratique qui change tellement vite que de toute manière, le diplôme, c'est joli, on peut le mettre sur le mur, mais ça ne justifie pas la capacité des employés. Donc moi, je suis beaucoup plus pour la pratique, pour des gens, choses qui sont apprises récemment, pas les diplômes qui sont rigides, qui sont toujours rigides. Merci. Merci beaucoup. C'est peut-être un témoignage. On va peut-être en prendre encore quelques-uns. Fabien, toi, dans les sondages, tu relèves des choses comme ça? Non, c'est plutôt la casquette de formateur ou bien de consultant en service client. Moi, j'ai tendance à prendre la bonne partie de l'intelligence artificielle. Si je prends l'exemple de service client, c'est terrible pour quelqu'un qui travaille 8 heures par jour au téléphone de devoir répondre à des questions très répétitives et qui n'amènent aucune valeur ajoutée. Et je trouve super intéressant de pouvoir traiter ça par l'intelligence artificielle et de se concentrer sur l'humain, c'est-à-dire la gestion des émotions, on en a parlé. Quelqu'un qui appelle et qui est très mécontent parce qu'on n'a pas pris en charge, alors si je pense au groupe mutuel pour Nicolas, je sais pas, son remboursement X ou Y, et puis la proactivité. Et finalement, ce sont les deux choses que l'intelligence artificielle fait encore assez mal pour l'instant, ou que l'humain fait mieux, je vais être positif, c'est la gestion des émotions et la proactivité. Et tant mieux si on n'a plus à gérer ces tâches ingrates qui sont donner l'horaire d'ouverture de telle agence ou la procédure pour envoyer tel ou tel document, et que l'humain peut se concentrer sur la valeur ajoutée. Donc, et puis, effectivement, j'ai beaucoup aimé la fin de Nicolas sur l'erreur, parce que
autant j'adore qu'Amazon me propose des bouquins sur l'expérience client parce que j'ai acheté que ça ces derniers temps, autant j'adore aller en librairie pour tomber au détour d'un couloir sur un bouquin que je n'aurais pas forcément acheté. Donc les deux sont très bien. Voilà. Merci beaucoup. Qui ne s'est pas encore exprimé. Yann, alors l'intelligence artificielle dans un parc destiné aux plus petits, où on ne parle que amusement et guili-guili, ça, on est à milieu. Alors écoute, moi je reste convaincu qu'effectivement les émotions, elles doivent être vécues par les petits et par les grands. Bien sûr, l'intelligence artificielle est déjà très présente dans les jeux vidéo et dans toutes ces choses interactives qu'on a déjà. Cependant, je pense qu'il y a des métiers comme le mien, je sais pas, effectivement, comme on parlait tout à l'heure de l'hôtellerie, on a un contact client qui est indispensable. Cependant, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à l'hôtel, on tape son code, on rentre dans sa chambre, on voit jamais personne. Donc ça, je pense qu'il va y avoir un mix des deux. Je suis pas sûr que l'intégralité de nos choix se fera par le biais de cette intelligence artificielle et qu'on soit programmé à l'origine. En tout cas, je l'espère. Mais il y a de toute façon des métiers qui sera impossible de remplacer par l'intelligence artificielle. Donc, je garde quand même un bon espoir qu'on puisse quand même être encore libre de nos choix et continuer d'évoluer de manière spontanée et d'aller à droite ou à gauche comme bon nous semble. Est-ce qu'on pourra encore vraiment le faire, Nicolas? Oui, je pense. Enfin, on va aussi dans un monde où il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y aura plus de professeurs. Je pense qu'il y aura plus de professeurs, certes, mais on sera tous professeurs. On sera tous dans un mode de partage de notre éducation, de notre savoir-faire. Mais c'est assez suisse, hein, d'ailleurs, comme modèle, hein, une transmission de la praxis. Donc, on va dans ce modèle-là, une sorte d'ubérisation, évidemment, de l'université, où on devient tous, comme on devient tous chauffeurs de Uber, on deviendra tous professeurs, coach, sensei pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est intéressant. Ça crée des opportunités de relations humaines qui sont extraordinaires. Merci beaucoup. C'est peut-être un peu, quelque part, ce qu'on est aussi un peu en train de faire ce soir, finalement, de partager des avis, d'en apprendre les uns des autres. Gilles Burnier, vous êtes venu en fan de la même entreprise par rapport à Nicolas? Oh, je suis venu, comme j'ai dit à Nicolas, même qu'il est mon chef, c'est pas pour ça que je suis venu, c'est parce que je suis justement, et je rejoins beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure par la personne qui parlait avec son fils, parce que justement j'ai deux enfants qui arrivent au moment fatidique de savoir quelle voie ils vont devoir prendre. Et j'ai mon fils qui m'a posé l'autre jour la question, qui me dit, papa, il y a l'école 42 qui arrive. Je ne suis pas sûr que j'ai envie d'aller à l'EPFL au final. et ça pose beaucoup de questions. Donc, comme on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler, je voulais juste voir la perspective sur ces aspects-là et je trouve assez intéressant en effet. Merci beaucoup. Peut-être on va prendre qui ne s'est pas encore exprimé. Et ils sont un peu dans le même domaine, à mon avis. Cécile May et Alban Mathieu. Oui, Cécile est là. Cécile. Bonjour Nicolas, merci pour ce débat. À vrai dire, je pense que les jeunes ont des idées assez claires de là où ils ne veulent pas aller. Et ayant aussi un jeune homme de 18 ans qui a trouvé tout seul sa voie, je ne fais que l'encourager parce qu'il est tellement passionné dans ce qu'il fait au niveau de la photographie. Il a décidé d'être photographe et c'est un vrai bonheur de le voir évoluer. Au niveau de la formation, moi je dirais, j'approuve tout à fait le fait que, c'est ce que je mettais un peu dans mes commentaires aussi, hein, c'est que au jour d'aujourd'hui, je crois que 85% des jobs de 2030 ne sont pas encore inventés.
Donc, c'est quelque chose qui est juste faramineux, ce qui veut dire qu'on va être constamment en train de quelque part, de s'auto-éduquer et de s'éduquer aussi avec les pairs, enfin, d'une manière très pragmatique. Qu'est-ce qui fait un sens, qu'est-ce qui n'en fait pas? Et en ce sens, je crois qu'il faut avoir une excellente, je dirais pas discipline, mais en tout cas, connaissance de soi-même pour savoir comment ça rentre et comment on arrive à facilement se mettre au niveau. Et puis, en ce qui nous concerne, on est en train d'expérimenter avec Megaverse, que Nicolas connaît bien, des nouvelles formations sur la formation par le jeu, c'est-à-dire que, et ce sont des formations qui utilisent de l'intelligence artificielle qui se permet de s'adapter au niveau de l'utilisateur. Et ça, c'est de tous les gens à qui je l'ai présenté, il n'y en a pas un qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Donc, après, tout dépend de ce qu'on veut apprendre, comment on veut l'apprendre, mais s'amuser en apprenant et en faisant, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de se casser la figure et de recommencer sans qu'il y ait de perturbations derrière, c'est juste fantastique et c'est devenu possible aujourd'hui. Merci beaucoup de ce témoignage. Alban? Alors moi, c'est marrant parce que j'ai un point de vue un petit peu différent, parce que j'ai un petit peu plus que 40 ans, et puis depuis que j'ai 10 ans, je tape sur des ordis. Et puis, je pense que ça m'a donné le temps de bien comprendre le fonctionnement de l'informatique. Alors, je vois l'intelligence artificielle comme quelque chose de purement statistique, hein. On voit bien qu'il y a beaucoup d'économistes qui font des modèles et qui essayent de prédire l'avenir, ce qui est impossible. Les maths, les stats, ça se passe sur le passé, on n'arrive pas à prédire l'avenir, donc ça veut dire qu'on sera toujours heurté à l'incertitude du futur. Et puis, je me demande dans quelle mesure j'utilise aussi ces nouvelles techniques d'apprentissage, hein. Mais je suis revenu au livre et puis je trouve que ça laisse un petit peu de temps au cerveau. J'ai l'impression d'avoir réacquis un nouveau rythme dans l'apprentissage qui est plus élevé que celui de l'écran, avec les notifications permanentes, avec le fait de sauter d'un sujet à l'autre. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, je pense que dans tous ces processus d'apprentissage, ça va creuser les inégalités. Parce que ceux qui auront la chance d'avoir le temps, ils seront beaucoup plus performants que ceux qui n'ont pas de chance et puis qui doivent tout faire très vite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tous ceux qui n'étaient pas en face à face se sont exprimés. Nicolas, peut-être une conclusion, et après, vous restez avec nous pour la photo et pour le programme futur. Nicolas, merci. Non, oui, la conclusion, je pense que il n'y a pas de monde idéal, hein, on ne va pas vers quelque chose qui sera rose, pink rose, hein, on va vers quelque chose qui sera différent. On en voit déjà les prémices. Il y a d'énormes opportunités de devenir plus humain, d'avoir plus de personnalité, de laisser personne sur le bord de la route. Ça, je pense que l'éducation sert à ça, hein, c'est défini par ça, hein. Les gens qui considèrent que c'est un moyen de sélectionner les bons des mauvais font probablement erreur depuis toujours. L'éducation, c'est fait pour faire grandir les gens et qu'ils se trouvent bien dans leur vie. Et donc, je pense qu'on va quand même une amélioration dans cette direction-là. Et puis, on aura certainement aussi des contraintes qui sont liées à voilà, l'utilisation des données, le fait que, comme on invente en se basant uniquement sur du passé, hein, c'est ce qui vient d'être dit par Alban, complètement raison. C'est difficile de casser le moule avec de l'AI aujourd'hui qui se base uniquement sur les données du passé. Et il y a sans doute des gens, des humains, des êtres humains qui vont arriver, qui vont se dresser contre ça, qui vont nous inventer des nouveaux modèles. Voilà, ça va être passionnant, je pense. Formidable. Je vous demande vraiment d'ouvrir vos micros pour un très bel et chaleureux applaudissement à Nicolas Loyot. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Voilà. Alors, il y a un retardataire. Pour ceux qui connaissent, donc on va vous envoyer maintenant un petit sondage. Merci à Julien Boucher de préparer ces
ces i face à face de manière parfaite. Voilà. Ça nous est très utile pour évidemment nous améliorer. Merci à toutes et à tous. Vous commencez à rentrer dans un système où il faut voter. Vous y êtes déjà. Depuis longtemps, le temps qu'on a encore la main sur la décision. Tant qu'on a encore la main. Ouais. Ça va. Je plaisante, bien sûr. Parfait. Peut-être on va arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Julien.